Alors, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va essayer de lancer une nouvelle rubrique, à savoir la rubrique Barreau. C'est une rubrique dans laquelle on va parler non seulement de causerie, mais aussi d'invités, de personnalités qui vont nous retracer leur parcours, leur vision et leur espoir quant à leurs projets et perspectives d'avenir. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir mon frère, ami et camarade d'études, en l'occurrence, monsieur, ou plutôt docteur Idrissa Aladji Aya. Je pense qu'on ne peut présenter mieux une personne qu'elle-même. Grosso modo, pour le parcours d'Idrissa, du peu que j'en sache, il a fait ses études primaires à Koutiala. Il a fréquenté le lycée Django Magassi aussi de Koutiala. Il a fait ses études universitaires en Algérie avant de s'envoler pour la France, où il poursuit, oui, actuellement un doctorat. Et bien sûr, un doctorat à son jeune âge, je sais que c'est quelque chose d'exceptionnel et d'inspirant. Mais monsieur Idrissa, bonjour. Comment est-ce que vous vous définissez en quelques lignes? Bien, merci bien, Madou, pour l'invitation et pour cette magnifique présentation. Et voilà. Donc, du coup, comment je me définis, c'est une petite question, mais à répondre, ça paraît hyper difficile. J'en sais quelque chose. Et déjà, merci de retracer un peu depuis Koujala, en passant par l'Algérie, la France. C'est vrai, c'est un parcours, mais très peu de temps, je m'assois à réfléchir à ces différentes étapes, mais c'est beaucoup plus dans cette quête de futur dont je suis constamment. Et ça sera un exercice pour moi également de revenir un peu dans le passé et voilà, de remémorer des souvenirs. De par mon cursus académique et mon profil professionnel, je suis docteur en économie de développement, spécialisé en macroéconomie, en développement international et avec une particularité sur les pays fragiles qui sont les pays confrontés à des situations conflictuelles, d'instabilité politique, de changement climatique. Ça, c'est de par ma formation. Et Maintenant, l'état civil à l'état d'Idrissa. civil, voilà, c'est Idrissa Aladji Aya. Et, voilà, l'enfant de Koutiala, comme tu as si bien dit au début. Et Des ma- frères, des sœurs. si j'ai une vie de famille, voilà, je suis d'une grande famille, Dieu merci, dont l'éducation. Voilà, dans ma définition aussi, il y a cette partie d'éducation qui n'est pas du tout à négliger, qui me suit jusqu'aujourd'hui et qui me suivra, Inch'Allah, au fil des années. Donc, du coup, voilà, j'ai des frères et sœurs. Mais la question, qui je suis? Je pense que c'est une grosse question. Pas de souci. Je pense qu'au fil du temps, avec Ouais, l'avancée de j'espère bien. l'interview, on va Ouais. y arriver. Et quand je dis parcours du primaire jusqu'au lycée et arrivé au bac, qu'est-ce que tu en retiens? Quelles sont les leçons apprises? Notamment, tu m'as parlé une fois de la partie échec au bac, un échec, pardon, qui a été très constructif et un échec duquel tu as beaucoup appris et je pense qu'il a même fait de toi celui que tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que, grosso modo, tu peux nous en parler un peu? Parce que moi-même, j'ai connu l'échec. Et je sais ce que ça fait, surtout quand tu es dans un environnement comme le Mali. Comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça? Déjà, l'éducation dans notre famille, c'est une forme je dirais, une tradition parce que mon grand-père a été l'un des premiers instructeurs du Mali Quand qui a même. travaillé avec Modibo Keïta. Et voilà, paix à son âme, Yaya Malé. Donc, du coup, ça a été à peu près, je dirais, un héritage parce que ça soit du côté de mon papa ou de ma maman, tous mes tontons, mes tantes, c'est, on va dire, c'est l'expérience qu'on avait quotidiennement en famille, ils ont reçu dans les études, de Oui. par les études aussi. Ça, c'est dans notre famille. Et une fois, on va dire, j'ai grandi dans cet environnement où tout te motive à étudier. Donc, il y a un contexte déjà Il y posé a un pour étudier, contexte quoi. qui est déjà posé et Oui. Dieu merci, mes parents aussi n'ont pas hésité à mettre tous les moyens pour que nous, si leurs enfants aient de très bonnes éducations. Donc, on va dire du primaire au bac, euh, je pense que je faisais partie des top 3 Ok, durant tout le cursus. ok, Et c'est là, franchement, principalement grâce au suivi. ok. Donc, on est Grâce dans au la suivi, puberté, voilà. on arrive au lycée, on est un peu Voilà, délinquant, c'est grâce au de bonnes ou suivi. de mauvaises Tout fréquentations. à fait. Donc, les difficultés, les stress, sinon les pressions de cette vie on va dire, prépubère, est-ce que tu penses que c'est ça la raison ou le leitmotiv même de cet échec de fréquentation? Le fait d'échouer au bac, c'est quelque chose qui était improbable et certain. Parce que, mine de rien, j'étais bien coté quand j'étais au lycée. J'étais toujours dans les top 3. D'accord.
Mais bon, c'était à ma grande surprise. Et administratif, peut-être? Je sais pas, mais je dirais que j'ai pas assez travaillé. D'accord. Donc, tu es... Et c'est ma conclusion. D'ailleurs, même, je me rappelle le jour de la proclamation des résultats du bac, il y a beaucoup de mes collègues qui venaient étudier avec moi chez nous. Et Ah, d'accord, tu recevais des séances d'exercice et c'est toi qui les dirigeais, au effectivement, fait. bah, pas que moi je les dirigeais, mais on Mais le faisait ensemble. vous le faisiez ensemble, mais quand même, Voilà, on donc sait tous qu'il y a quelqu'un qui motive, quelqu'un qui prend les rênes. on va dire j'étais un peu Le l'exemple professeur du du gars groupe, quoi. qui étudiait bien mais qui s'amusait beaucoup aussi. Donc je dirais le jour de la proclamation des résultats, il y a un ami qui me dit mais mon gars, t'as eu avec quelle mention? Je les regarde, j'ai dit j'ai pas eu le bac, il me dit faut pas te foutre de moi. Donc moi même moi je l'ai eu. Tu vois, au fait, il y a tous Et ces paradigmes qui ne voilà, s'expliquent pas. mais franchement, je pense que j'ai pas bien travaillé. Je me suis contenté de mes exploits passés et tout. D'accord. Et je dirais que j'ai manqué de concentration. Donc, excès de confiance, manque de concentration, pas assez de rigueur, parce que tu pensais que le bac, il était déjà acquis en quelque sorte. Voilà. Moi, je pense que Donc l'excès du de coup, tout, confiance. au fait, tu vois, quand il n'y a pas ce côté un peu risqué là, donc pour moi, s'il n'y avait pas d'enjeu, c'était une formalité le bac. Je viens, je fais, de toute façon, au bac, c'est le même sujet, je l'ai déjà traité. Voilà. En fait, c'est quand même important parce que c'est rare aujourd'hui de voir des gens qui font leur introspection, qui assument leurs échecs, leurs erreurs et qui prennent sur eux la responsabilité pour pouvoir se prolonger et on va le voir par la suite. Et parce qu'après le bac, c'était avec succès parce que c'est ce qui a été le facteur de départ pour l'Algérie et je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés. Maintenant, dans ce contexte algérien où tu n'as ni père ni mère, où c'est ta première fois même de sortir pour aller dans un pays autre que le tien, le Mali. C'était quoi, toi, tes émotions? C'était quoi ton ressenti, au fait? Être loin des parents, de tout Bah, ce que tu connaissais. là, du coup, c'était un saut de Koutiala en Algérie, il faut dire. Bamako, c'était voilà, une zone de transit parce que c'était juste pour les passeports, les Ah, c'était la formalités. capitale, c'est la formalité, Voilà, quoi. donc c'était pour les formalités. Bah, franchement, vous savez, chez nous, il y a une forme de responsabilité dès que tu Ouais, as dès le que tu... CP, le Exactement. papa, il te dit, maintenant, tu es responsable, tu décides. Ah, Tes choix, tu le décides. c'est un Tes choix que études, c'est... tes filières, tu le décides. Donc, du coup, Ok, il y a cette forme de responsabilité depuis le bas âge. ok. Et franchement, grandir dans une région au Mali, c'est une chance, je dirais, parce que il y a plein de notions, il y a plein de formes de résilience, il y a plein de, je sais pas, De maturité aussi, de de maturité responsabilité. aussi et de responsabilité, surtout de risque. Parce que tu sais, tu te dis, au Mali, tout se décide à Bamako. Si je vais faire partie de cette classe-là, il faut que je bouge de là. Je parviens à aller à Bamako de un. Pour aller à Bamako, ta carte, ton ticket d'entrée, c'est forcément le bac. Ça Pour commence par ça. l'université. Et à Bamako aussi, force est de constater la réalité de notre université. Donc La du fameuse coup, université. voilà. Donc du coup, compte tenu de ces réalités, pour avoir au moins une petite chance d'être, on va dire, d'étudier et de faire partie de ce Mali de demain, on va dire Entre guillemets. entre guillemets. Donc, du coup, il fallait forcément avoir le bac. Et après le bac, comme je l'ai dit, la deuxième fois, j'ai eu avec mention. Donc, j'étais à Pour Bamako pour certains, ils diront déposer logique, les... mais pas logique selon Voilà. moi parce qu'il y a eu du travail. Parce Voilà, que donc du coup, j'ai été à Bamako pour déposer les demandes de bourse, administratif. voilà, pour l'Algérie et tout. Et franchement, l'avion, j'avais entendu des noms, Ok. je l'avais jamais vu. Ouais, c'est parce qu'on ne le dit pas très souvent. L'avion, une première expérience, Et c'est franchement, mon premier billet d'avion, je pensais que voilà, c'était un petit rêve qui se réalise, quoi. Je pense qu'on est tous ouais, passés le par premier là. billet d'avion. C'était pas l'aspect administratif qui m'inquiétait, mais comment je vais rentrer dans l'avion. Heureusement, j'avais une tante qui a su détecter ça très Très tôt, tôt. qui s'est portée volontaire pour m'accompagner à l'aéroport en disant que, ah, mon petit de Kuchana, là, si on le laisse partir, il va pas rentrer dans l'avion parce qu'il ne connaît pas. Et puis, c'était une vérité aussi. Parce que je me rappelle dans le temps, avant d'embarquer, il y avait une petite carte, on remplissait avec le La nom, carte d'embarquement. l'adresse, tout. On remplissait ça à la main. Maintenant, tout est, on va dire, digital et puis on n'a pas besoin de remplir. Et voilà, c'était le départ en Algérie. On est Et arrivé. franchement,
arrivé en Algérie, j'avais un cousin qui était déjà là, mais on Ah, n'a tu pas. avais déjà un Ouais, contact. ouais, Donc toi, j'avais tu n'as pas eu déjà. toute cette tracasserie de quelqu'un vient te pêcher à Si, l'aéroport. si, 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 si. Je te raconte l'histoire. Ok. Le premier jour, j'arrive en Algérie, j'avais un cousin, mais qui était, on va dire, j'étais au sud, lui, il était quasiment au nord. Je l'ai appelé, il m'a dit non, mon cousin, t'inquiète pas, viens. Tout compte fait, je compte aller te chercher. Je t'ai rassuré. Il me dit, tu es dans quelle ville, tac, tac, ok, je vais te mettre en contact avec quelqu'un en attendant. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de personnes. Ouais, j'arrive en Algérie, précisément à Béjaïa, et je On suis va, en on va, attente on à va, on va en l'aéroport. parler. Ouais. Et le premier coup est que je fais 30 minutes ou 40 minutes sans voir une personne de peau noire. Le changement de décor. Et je m'étais senti bizarre à ce moment. Mais qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi je suis le seul noir ici? Bon, ça c'était voilà en Dis parenthèse. oui, de l'âge et tout. Mais voilà, donc du coup, je dirais le parcours en Algérie s'est beaucoup facilité grâce à, je dirais, personnellement, trois choses, trois aspects. Ok. Il y a l'aspect communautaire, l'association, le monde associatif en Algérie qui est beaucoup développé et qu'en France d'ailleurs. Donc il y a ce soutien là où tu viens, tu es accueilli, tout blanchi, te donne à manger, on fait des démarches pour tes inscriptions et tout, tout, tout. Ok. Donc il y a ce premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est cette éducation de la famille qui te suit partout. Ah, l'éducation, on en revient Voilà. systématiquement. Donc ça te suit partout. Donc, comme nous les Maliens on dit, ne bora ga moto kuchala ne de bodon. C'est important. Ne bora ga moto bamago ne de bodon. Donc du coup, voilà, il y a l'éducation qui te maintient dans la constance, dans l'irrégularité, et à ne pas se laisser influencer. Tout le monde sait quand tu voyages à l'étranger, il y a une forme d'influence, mais il faut pas que l'influence il a béaba bébo, non. Il faut C'est pas te important. laisser trop influencer. C'est important. Ou il faut accepter l'influence positive. Donc c'était un peu ça le deuxième point. Et enfin, je dirais, c'est l'objectif aussi qui guide à l'étranger. Il faut pas aller à l'étranger pour aller à l'étranger, c'est l'objectif qui guide. Il t'apprend. Donc du coup, voilà, comme j'ai un ancien qui dit, Algérien n'a qu'un kele, mais n'a qu'un kele. Un bébé n'a qu'un n'a C'est ça. qu'un là, mais oui, en Akaï. Ah, Mais en c'est Akun, profond. C'est il profond. y en a beaucoup qui viennent pour transiter de l'Algérie vers l'Europe. Il y en a qui viennent pour avoir leur master et retourner au pays. Ok. Il y en a qui viennent pour venir. Eux-mêmes, ils ne savent pas où bien la demain. C'est Et important. Ouais. moi, j'avais une idée très bien, très claire. Je voulais devenir économiste depuis le début, depuis le lycée. Ça, c'était une idée très claire dans ma tête. Ok. Et franchement, un économiste de renom international. C'était ça l'objectif et résoudre les questions de développement. C'était ça depuis le début parce que j'ai fait terminale sciences éco. Ok. Donc c'était une suite logique pour moi. Donc j'ai intégré l'université, c'était sciences économiques d'Abdraman Mira de Béjaïa et puis s'ensuit un parcours de licence, un début de master 1 et par la suite je suis parti en France. Ok, d'accord. Avant de faire cette transition vers la France, tu viens quand même d'évoquer trois points, à savoir la communauté. Il y a une très forte communauté parce qu'il y a plus d'une trentaine de communautés là-bas dans la ville de Bédia, où il y avait, on va mettre ça au passé. Et déjà, moi, tu as parlé d'éducation, c'est aussi cet ancre ou cet ancrage qui te permet quand même, quel que soit le pays ou la région dans laquelle tu te situes, de te dire, j'ai un passé, j'ai une famille qui a les yeux sur moi, j'ai même un pays qui compte sur moi. Donc, ils te permettent de te maintenir. Il y a aussi cette notion d'objectivité parce que beaucoup d'entre nous rêvent. Mais mettre une date, mettre toute une série de petits objectifs ou d'objectivité sur un rêve, ça en fait un objectif à long terme, ça donne même un but ou même une motivation de vie. Maintenant, pour faire un tout petit peu de zoom sur cette vie à Bédia entre communautés et tout, fréquenter d'autres communautés, il y a des barrières de langue, il y a des barrières de culture. Souvent même, on voit la naissance des relations amoureuses entre communautés. Au fait, comment toi, tu as vécu tout ça? Bon.
il faut savoir que déjà, à un moment donné, j'ai été le président de l'association des Maliens. C'est Donc, du coup, exactement là où je voulais en venir. j'étais beaucoup impliqué dans le monde associatif. Mais il faut savoir que moi, mon credo, c'était quoi? Les études, c'était... La question ne se pose pas, c'est La la priorité des constance. priorités. Et chaque soir, j'étudiais, peu importe. Ok. Mais je m'amusais aussi correctement. C'est moi qui organisais la Qu'est-ce fête. que tu entends par je m'amuse correctement? Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir? Ou... J'avais, par exemple, j'étais dans le bureau. Après, je suis devenu président de l'association des Maliens. Et tout ce qui est côté festif, c'est moi qui organisais la fête, c'est moi qui initiais souvent. Et à vrai dire, j'arrivais à garder cet équilibre et ce brassage culturel avec les autres, on va dire, Africains de manière générale, Ouais. à travers ces moments de convives, généralement les soirées dans les résidences universitaires. Bah, c'était l'occasion d'avoir un espace de discussion plus convivial et sans barrière. Très généralement, voilà, on se retrouvait et puis c'était une vie d'étudiant international et ça passait plus facilement, je dirais. Donc, voilà, c'était beaucoup d'activités. C'était pas que les fêtes, il y avait beaucoup d'activités culturelles aussi, les journées culturelles à ne pas oublier qu'on est à l'étranger et Effectivement. aussi des activités de soutien scolaire. Donc tu étais l'initiateur, je m'en souviens Bah très oui, bien. je pense que c'est l'une des contributions dont j'en suis fier et je continue d'être fier jusqu'aujourd'hui parce que quand je venais à l'Algérie et puis force est de constater, nous les Maliens, pas que les Maliens mais les Africains, on est toujours en retard. Ouais, je pense. Moi-même, je suis arrivé en Algérie en retard, donc du coup le programme était déjà avancé, on était à environ un mois, 2 semaines des examens. Dieu merci, les examens ont été reportés d'une semaine ou de 2 semaines à cause de grève. Mais quand j'ai été président, voilà, avec les membres du bureau, on a pu initier ce cours de soutien aux nouveaux étudiants arrivants. Et Dieu merci, ça continue toujours et ça s'est étendu au-delà de la communauté malienne. C'est devenu, on va dire, une sorte de coutume maintenant en Algérie, surtout à Béjaïa, je peux le dire parce que voilà, j'ai toujours des contacts. Quand les nouveaux arrivent, les anciens donnent automatiquement tout leurs fiches de cours, Les documents, leur ou les retour copies sur nécessaires. l'expérience et les aident à réviser, à se mettre au C'est niveau. Et important. voilà, c'est un succès et puis c'est quelque chose dont la jeune génération aussi, donc nos jeunes frères ont continué à pérenniser cette action. Je dirais c'est l'une des contributions dont je suis le plus fier en Algérie, je dirais. Bon, il faut le dire aussi, la deuxième chose, le jour où j'étais à la scolarité et puis je demandais, je voulais, parce que j'étais dans la procédure pour aller en France, j'ai demandé mes relevés de notes. Ok. Et à ma grande surprise, le chef de département me dit, mais t'es bien Idrissa Aladiaya? J'ai dit oui. Tu viens demander déposer la demande de relever de notes. J'ai dit oui, mais il dit, pas besoin. T'es notre major de promotion, t'as pas besoin. Si t'as besoin, viens. Directement. Voilà mon contact, viens, je te signe tout. Faut C'est pas important. passer par le secrétariat. Bah, ce jour aussi, c'était un Quel jour de sentiment fierté, de on va dire. fierté et tout. Ouais. Donc, je vois que déjà, il y a ce sentiment de fierté, cette notion où tu parviens à faire la distinction entre, d'une part, je suis là pour les études, d'une part, je suis membre à part entière d'une communauté, donc je dois faire un brassage culturel, je dois découvrir les autres, je dois m'amuser en tant que jeune aussi. Mais je pense que, comme tu l'as fait, tu l'as si bien fait, le focus sur la partie retour, le giving back, c'est-à-dire donner aux autres ce que nous, on n'a pas eu, parce que je suis bien placé pour avoir été en retard également, pour avoir bénéficié ensemble de ces cours nocturnes où on passait des heures à essayer de s'expliquer des exercices qu'on ne maîtrisait pas forcément et prendre l'initiative, prendre la responsabilité. En tout cas, c'est ce que je t'ai dit, je te remercierai jamais assez de donner aux autres ce qu'on n'a pas eu. Pour moi, c'est louable. Et dans toute cette émotion, là, tu pars au département, le chef du département, il te sort ça.
Toi, ça te fait quoi, au fait? Au-delà de la fierté, au fait, quand tu penses aux parents, quand tu penses aux nuits blanches, quand tu penses à tous ces sacrifices, enfin, des nuits blanches, oui, mais aussi le trajet, que ce soit sous la pluie, que ce soit accroché au, je sais pas, à la barre dans le bus, le transport en commun et tout ce qui va avec. Est-ce que pour toi, ce sentiment de fierté compense largement les sacrifices effectués, au fait? Je pense avoir au-delà parce que là, ça a été tellement bien accueilli. Ça n'a pas été quelque chose de personnel, mais ça a été quelque chose de partagé. Comme tu le dis toujours, après l'effort, c'est le C'est le réconfort. voilà, je le disais tout le temps. Exactement. Amusons-nous un peu, Mais travaillons un peu et puis gardons les yeux sur leurs ça, objectifs. c'est important. Et ça a été quelque chose de très apprécié par l'ensemble des Maliens. Et c'était automatiquement l'exemple. Ben voici votre représentant, malgré les démarches administratives qu'il effectue auprès de l'ASSO et tout, mais il parvient à être major de promotion. C'est quelque chose qui, quand même, Donc, on va dire, naturellement, j'étais un exemple pour les nouveaux arrivants. c'est Et important. aussi, même dans la promo, dans notre promotion, c'était tellement bien accueilli qu'on me disait, mais on peut tout te reprocher, mais côté études, t'es bien. Il n'y a rien à dire. C'est Et important. aussi, je pense que c'était une forme aussi de récompense, sinon de reconnaissance à un de mes aînés aussi qui m'a accueilli, qui m'a aidé Ah bon, et qui essayait de vous me mettre voyez, un peu, qui vous me voyez. dorlotait, qui me mettait dans les conditions, par exemple, un étudiant international, quand tu arrives le soir à la maison, il y a besoin à manger, il y a besoin à causer, il faut avoir cet environnement-là. J'ai aussi profité des aînés qui m'ont agréablement accueilli, dont voilà, j'ai bénéficié de tout cet accompagnement et pour moi, c'était une manière aussi de les honorer, de les montrer, oui, j'ai été dans les conditions, j'ai été bien intégré en Algérie, raison pour laquelle il y a ces résultats. Donc, je pense, par la suite, tout l'environnement était voilà prêt à m'accompagner pour majorer une deuxième fois on va dire parce que euh, il y a beaucoup de choses si je disais par exemple si j'étais contraint par le temps on me comprenait très facilement on va dire c'était quelque chose de partagé de très partagé et ça allait au-delà de la communauté malienne D'accord. et donc, même dans les journées culturelles, on disait, mais prenez l'exemple, il y a même le président de l'assaut des Maliens, et les Maliens, c'est un exemple partagé, et voilà. D'accord. Donc, du coup, Je vais quand même rebondir sur deux notions que tu viens d'évoquer. Tu as parlé d'environnement et tu as parlé de, en quelque sorte, mentorat. Et il faut souligner et faire le focus sur le fait que les anciens, ils avaient fait à peu près 3 ans, ils n'avaient pas eu de nouveau. Donc, ce qui fait que nous, on a quand même bénéficié de tout ce soutien, de tout cet accompagnement. Et on était au centre de leur attention. Et tout ce qu'eux, ils n'ont pas eu, ils se sont quand même évertués, comme tu viens de le préciser, à ce que nous, on ne manque de rien. Mais malheureusement, la bémol, c'était quoi? Aucun d'entre eux n'était dans la spécialité que nous, on fréquentait. D'où la nécessité de se débrouiller, d'être dans une communauté ou dans un groupe où on s'entraide. Mais au-delà de tout ça, quand Covid vient et que toi tu es dans tes démarches administratives, oui, le chef de département il t'a facilité les démarches et tout, mais quand tu prends la décision de poursuivre tes études en France, enfin, quelle était déjà ton impression, mais comment est-ce que tu as découvert déjà le programme FL, ou si tu peux en 2 mots nous dire ce que c'est que déjà le programme FL? bah, au fait, ouais, je viens de revenir et j'ai dit d'ailleurs merci à la France pour C'est cette important, bourse. la reconnaissance, Ah, merci. Bah, je suis toujours dedans, donc du coup, je suis dans l'enseignement supérieur français en quelque sorte parce que je fais une thèse, je donne des cours à l'université, des TD à l'université et tout. Donc du coup, wow. voilà, Covid a beaucoup changé, hein. Même mon départ en France a été en partie motivé par le Covid parce que je voulais, depuis l'Algérie, faire une thèse en économie et j'avais des promesses verbales, on va dire. Vu qu'en Algérie, à mon époque, le concours, c'était pas formel beaucoup plus, c'était juste, on va dire, c'était pas un concours formel, c'était juste une formalité, quand t'es major de promo, t'es très peu déposé pour le doctorat et puis, j'avais de très beaux contacts avec, les profs et même les encadreurs qui étaient prêts à m'encadrer pour la thèse, quand je Oui, commençais le master. Bon, c'était des discussions qui étaient un peu
plus poussé, on va dire. C'est logique parce que major de promo, bonne note, un Voilà. exemple pour les autres. Donc, Ouais, logiquement, pour la fuite des cerveaux, ils avaient mais intérêt. il y a un biais aussi. Major de promo, bonne note à l'université, ça veut pas dire que si t'aimes pas la recherche, il faut pas le faire. Voilà, c'est une autre vie, c'est tout à fait différent. C'est pas tes performances académiques qui font de toi un bon chercheur, forcément. Donc, tu as le profil, mais si tu n'as pas la passion, ça va pas suivre forcément. C'est exactement ça. Donc, du coup, voilà, j'étais dans cette discussion-là et puis Covid arrive, tout est à l'arrêt. Et je profite de Covid, c'était un master 1, fait master 1, pour commencer à rédiger mon mémoire de master 2. Déjà en master 1, Ah, ok. et commencer à rédiger un projet de thèse sur le développement socio-culturel du Mali. Et l'étude de cas, c'était sur ma ville, Koutiala. Comment développer Koutiala sur tant d'aspects, vu que Koutiala c'est connu dans la capitale de l'or blanc du Mali, Le coton. économiquement, socialement, voilà, comment mettre en place un développement durable dans cette ville. Bon, c'était un peu le sujet. Donc, tu veux Donc, dire qu'en 2018-2019, tu pensais déjà à tout ce qui est écologie et ouais, développement vert? ouais. Parce que ce qui m'aidait à faire ça, j'étais en Algérie, je faisais mes études. Non seulement d'étudier le programme en Algérie, en France, il y a beaucoup d'universités qui mettent leur programme ou leur support de cours en ligne. Donc, je regardais telles que l'université de Clermont, l'université de Lyon, de Grenoble, en économie de développement, je regardais, ou économique et économie politique, je regardais leur programme, leur support de cours en ligne, et j'essaie de m'imprégner un peu, voir la dynamique internationale on va dire, de ma formation. Donc, tu as visualisé ta présence en France avant même d'y mettre les pieds. On peut dire en quelque sorte, parce que, D'accord. Avant d'aller un peu loin, est-ce que tu peux juste faire un zoom sur le programme Eiffel? Comment tu l'as connu et bon, c'est en quoi fait, concrètement en le fait? programme FL, franchement, un soir, j'étais là, assis. Il y a voilà une de nos compatriotes qui m'envoie un mail. C'était sur le temps, c'était l'époque des messengers et tout c'était à l'époque. Avant que WhatsApp ne vienne Voilà. changer tout ça. J'étais là assis, je reçois un lien. Bonjour Idrissa, voici le lien d'un programme de bourse FL. Vu ton profil, je pense qu'on va te retenir. Franchement, je voulais pas postuler au début. Parce que j'étais dans tout, en Algérie, tout se dessinait petit à petit. Bah, en fait, comme on dit, Moro veut faire nos kama. J'ai dit, bon, si tu as pris la peine de m'envoyer le lien, je vais prendre la peine de postuler. J'ai postulé, tac. Et franchement, j'ai répondu à tous les critères. Et j'ai fait la démarche. Et voilà, un beau matin, je reçois un mail, tu as été retenu, le billet d'avion, tout, logement, tout était fourni, on va dire. Donc, avec une bonne allocation, imagine un étudiant qui quitte l'Algérie et puis tu touches quasiment le SMIC français en tant que boursier en master. Donc pour Eiffel, c'est plutôt un programme de bourse. Ouais, Ok. Financé ouais, par l'État français. ouais. C'est financé par le gouvernement français et l'Union européenne. Ok. Donc, Donc, du coup, pour 2 ans. Donc, c'était, voilà, y compris le logement, il y a une forme d'assistance sur tout le plan. tout Donc, ce qui est accompagnement scolaire, social et tout. maintenant, Clermont-Ferrand. C'est là où se tient quand même le podcast et l'échange. Parce que tu l'as dit depuis le départ, tu t'es renseigné sur l'université. Est-ce que c'est beaucoup plus le programme de l'université qui t'a poussé à venir ou est-ce que c'est l'aspect de la ville même? Parce que tu m'as plusieurs fois dit que c'est une ville étudiante, c'est une ville étudiante. Qu'est-ce que tu entends par ville étudiante et est-ce que ça a impacté ton choix? Bah là, du coup, je vais te répondre en 3 points. Comme je t'avais dit, c'était l'objectif de devenir un économiste de renommée en développement économique. Et Clermont-Ferrand fait partie des meilleures universités européennes dans les top 5, je dirais, en économie de développement. Et dont le débouché est principalement les institutions internationales. Ah, donc il y a quelque Donc, chose après. donc, Clermont-Ferrand, tout le monde connaît, tu finis Clermont, très généralement, beaucoup d'anciens de Clermont-Ferrand sont au FMI, à la Banque mondiale. Et d'ailleurs, même ça, je l'ai constaté durant mon stage, ce dernier été là au FMI.
il y a un réseau énorme des Serdiens, comme on le dit, dans différentes institutions internationales. Donc, c'était un peu cette ligne directrice. Clermont-Ferrand, c'est dans les top d'université. D'ailleurs, même, il y a notre ancien Premier ministre Boubou Cissé qui a étudié là. Voilà. Donc, il y a pas mal d'anciens étudiants de Clermont-Ferrand, vu leur parcours, vu parcours à laquelle j'aspirais aussi. C'était, on va dire, le lieu idéal pour moi. Et franchement, clairement, c'était une découverte parce que en Algérie, j'ai quitté un master 1 pour venir. Mais je pensais que j'ai perdu un master, mais ici, j'ai eu l'opportunité de faire un Un double double master en même master. temps. Donc, j'ai fait un master en analyse économique de développement et un autre en analyse des projets, des programmes de développement. Donc, c'était, on va dire, Challengeant. Clermont-Ferrand a récompensé, voilà, grâce à l'école d'économie, voilà, ils ont une formation de magistère qui est extraordinaire Ok. et qui est reconnue partout, voilà, mondialement, voilà, qui a un réseau aussi énorme. Voilà un peu, Donc l'objectivité, voilà. l'accueil même de la ville, les programmes en deuxième point et leur renommée. Et en dernier point, la possibilité de faire un double master. Je sais qu'en France, quand tu es étudiant, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais comme tu l'as dit, peut-être c'est le programme aussi, c'est l'accompagnement, c'est Voilà, le suivi et c'est le cadre de exactement, vie même. Enfin, exactement. qui pousse, c'est ce que j'ai beaucoup et tout le temps dit aux gens. Quand tu es en Algérie, tu as beaucoup de temps et les gens ne font pas un bon usage, un meilleur usage de leur temps. Mais tu as quand même pris le recul, malgré toute cette disponibilité. Tu faisais des recherches, tu t'es vraiment projeté dans ce que tu voulais faire. Maintenant, quand on fait tout ça, transition Mali, Algérie, Algérie, France, c'est quand même un risque. Tu es sorti de ta zone de confort. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est la vie d'un étranger en France. Quelles sont les réalités, les difficultés, les Ouais. lourdeurs administratives, souvent même les pressions inutiles et exagérées des parents. Mais en Comment toi fait, tu vis tout en ça? France, je peux pas du tout me plaindre. Donc, tu veux Si, dire que ta situation je en tant peux qu'étudiant n'est pas me pas plaindre. égale ou n'est pas la même chose qu'un étudiant? Déjà, en Algérie aussi, on va dire, souvent tu te plains, mais ça c'est partout dans le monde, peu importe, L'être même chez humain est toi, insatiable, je pense que c'est comme ça vous dites. voilà, voilà, c'est le l'homme éco-économique, comme on dit en économie. Donc du coup, même chez toi, souvent il y a des facteurs de stress, il y a des choses qui te vont pas bien. Donc déjà quitter l'Algérie avec le système éducatif qui est assez proche de la France. Venir en France, c'était un grand saut. Et ce saut-là a été facilité par le programme de Bourse Eiffel, comme voilà, tu l'as si bien dit au début. Donc, pour moi, c'est maintenant ou jamais. Si c'est étudier maintenant, je mets un peu de distraction à côté. Les distractions à côté, je reste focus sur les études parce que je suis dans un cadre idéal pour étudier. Donc, franchement, je dis encore, ça a été une chance, mais Une chance que tu as su créer, parce que tu es sorti de ta zone de confort, tu as fait les bah, en recherches qu'il fait, ça faut. a été une chance parce que le programme FR, sur 1000 candidats, on choisit 300 ou un truc En comme fait, ça. moi, j'aimerais Donc, qu'on du coup, ressorte de ce donc, petit modestie, parce que non, mais souvent, c'est une chance aussi, oui, je il faut être dirais. reconnaissant, mais j'ai l'impression souvent qu'on ne célèbre pas assez nos efforts. Parce que sur combien d'étudiants en Algérie? 1000, 2000 étudiants internationaux. C'est pas qu'en Algérie, la bourse FR, c'est Donc ouvert à tous les voilà, pays du donc à un monde. moment ou à un autre, je dis pas d'exagérer ça, mais quand même, vu ton parcours de Koutiala en Algérie et de là faire prendre l'initiative de candidater à une bourse où tu ne voulais même pas au départ, moi je me dis c'est quelque chose de tout simplement inspirant et vraiment exceptionnel, quoi. Non, mais je dirais, mon parcours en France, franchement, tout se passe bien. D'ailleurs, même que ce soit mon parcours en Algérie, en France, certes, dans la vie de tout un homme, il y a de quelques petites difficultés, Ouais, mais c'est mineur, on va dire. d'accord. Donc C'est pas mineur, de pression voilà. administrative, les titres de Non, séjour. non, Donc les gars, vous voyez, pas c'est à pas important à ma connaissance, de voilà. non seulement être objectif quand on va à l'étranger, d'être bien accueilli, d'avoir un bon environnement, d'avoir un grand frère ou un mentor quand même qui nous oriente à chaque fois qu'on fait des bémols et surtout d'avoir cette objectivité. Parce que si tu ne sais pas où tu vas dévier dans tous les sens. Ce qui m'amène à un dernier point. Je pense que c'est un point qui est très sensible. Quand j'ai évoqué tout de suite la vie d'un étranger ou d'un étudiant en France, on parle nécessairement de finances et je pense que l'épargne, c'est quelque chose auquel tu appelles tout le monde. Mais maintenant, moi, j'aimerais faire la nuance entre les parents souvent qui demandent beaucoup aux étudiants ou à un étranger quelconque. On va dire ça comme ça. Toi, quelle est la solution que tu proposes?
Bah, en fait, S'il y a une solution. S'il y a une solution. il y a Parce que pas tout de le monde y est il y a confronté, pas au de fait. solution, il y Mais a pas toi, de, comment est-ce que tu reçois la chose? je dirais, il y a pas de solution. Tu sais, ça dépend, Oui, ça cette dépend de question, chacun. elle est la réponse, elle est hyper relative dans le sens où, ça dépend de la situation de chaque famille. Il y en a qui sont, voilà, il y a des différentes classes, moyens, élevés, supérieurs. Donc, du coup, l'attente des familles aussi diffère. Il y en a, ça dépend, je dirais, mais moi, dans mon cas, Et quand tu dis tu es boursier, tu vas en France, quand même, non, c'est un certain statut. non, mais c'est vrai, Et il mais y a en fait, toujours une tante et un dans oncle la qui... coutume, en fait, dans la coutume et de la conscience, dans la conscience collective malienne, quand quelqu'un est à l'étranger, Il est devenu quelqu'un. pas n'importe quel étranger, quand il est en France, Ah, il est censé faire des transferts de fonds de temps en temps pour encourager la consommation sur place. la Ou consommation, on va y bien revenir. aider la famille aussi. Au fait, cette situation cette question est sensible dans le sens où c'est hyper relatif. Tu verras que des familles qui sont vraiment dans le besoin, où tu sais réellement qu'il y a le besoin, il faut que je contribue le minimum que je peux faire pour qu'ils aient une vie assez facile à manger régulièrement, par exemple, avoir accès à l'électricité ou voilà des besoins élémentaires. Au fait, c'est relatif. Donc, du coup, sur ce sens-là, je dirais une chose. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire en France qui va pas te dire, comment tu peux aider ta famille tout en restant focus sur tes objectifs? Parce que, en fait, on va dire l'aide ou l'assistance, c'est bien. Mais La il faut la dépendance. pérennité aussi. Parce que quand tu aides et puis tu t'oublies, à un moment donné, toi aussi, tu seras en défaut. Ok. Et tu pourras plus aider. Donc, du coup, et puis, ça compromet un peu l'atteinte de tes objectifs. Ok. Donc, voilà, faut garder le juste équilibre. Souvent, on est pris par les émotions, souvent les sentiments. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais essayer de dire, mais bon, moi je veux ça. Est-ce que avec telle situation financière ou est-ce qu'avec telle situation de manière générale, je pourrais arriver à ça? Si la réponse est non, essaie de te reconcentrer un peu et sache que t'es jamais la dernière option d'une personne. Ça, tu me l'as sorti la première fois On que tu n'est m'as jamais sorti la ça. dernière option d'une personne. Quand tu m'as sorti ça, moi, ça m'a fait réfléchir. Il y a toujours une autre possibilité. Après, moi, je me suis vraiment Voilà, posé la donc du coup, question. après, ça reste la famille. C'est sensible, cette question, je dirais. Ok, bon, donc épargner, ce n'est pas forcément une solution, puisque tu viens de le dire, épargner, ou quand on veut épargner, qu'on a des objectifs, donner aux gens n'est jamais une option pour être riche. Si riche est l'objectif de tout un chacun, parce que cette question, je pense, si on l'aborde tout de suite, on va pas finir. Maintenant, je sais que tu es quelqu'un qui est attaché aussi à tout ce qui est art et culture, et je pense que c'est l'un de tes leitmotifs même, ou ça fait partie de ta routine matinale. Quand je t'évoque ces quelques noms, enfin, j'aimerais savoir ton ressenti, ce que tu retiens de tout ça. Tina Rouen, Mangala Kamara, Salif Keita, Ali Farka Touré, Djeneba Bachek, Oumou Sangaré. Pour ne citer que cela, et je continue, Habib Koité, Toumani, paix à son âme, Nahawa Doumbia, etc., etc., qui sont quand même des icônes de la musique malienne et de la culture malienne. Toi, quels sont leurs impacts dans ton parcours, au fait? Euh, bon, en fait, déjà, merci d'avoir cité ces noms. Je pense que souvent, pour trouver une solution à nos problèmes, il faut connaître les problèmes. Ça, c'est la première étape. Et un nom de groupe que tu as mentionné, Tyrannie, il suffit juste d'écouter leur musique. Ah, ils chantent quand même en tamashek. Ouais. Mais de nos jours, il y a les lyrics. Ok, ok. Si tu veux le comprendre, tu vas le comprendre. T'as toujours un moyen. Voilà. Donc, du coup, Tina Ruin, les Salif Keita, voilà, comme t'as les Ablay Diabaté, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je mets un focus sur Tina Ruin parce que avec les tensions sécuritaires au Mali et C'est quand tout. même l'objet de ta thèse, quelque part, en quelque sorte. Voilà, donc du coup, ça, voilà, ça, je vais mettre un focus sur ça. Faut souvent juste écouter la musique. Tu sauras les réels problèmes de la société. Et comment trouver une solution. Dans cette même musique, tu en trouveras deux, trois, ou plusieurs, je dirais. Après, c'est un sujet quand même tabou, mais religion, musique, c'est paradoxe. Est-ce que tu veux qu'on l'approfondisse ou pas? Non, mais sur la religion, c'est pas mon domaine de spécialité, je vais pas m'avancer Bon, là-dessus. c'est ça dessus, ok. Mais voilà, au fait, la musique, c'est important. Pour moi, je considère que c'est important, ça fait partie de l'éducation. Et aussi, ça permet de comprendre nos problèmes et d'en trouver des solutions.
Parce que c'est des gens quand même qui chantent la société, qui mettent en relief Exact, les problèmes de la exactement société. ça. Tout ce que l'arène politique ne nous dit pas, tout ce que l'État essaie de nous cacher, ce sont quand même en fait, c'est des porte-voix, des sans-voix. Moi, je vois ces gens-là comme ça. Comme tu viens de le dire, à plusieurs fois, parce que nous, on a eu aussi cette chance, évoquée dans nos premières questions, éducation, famille, attachement social et même les séances radiophoniques et tout. En fait, quand ces musiques passent et quand tu l'écoutes aujourd'hui, ça te ramène à cette époque, mais tu écoutais la musicalité, mais pas le sens. Et Ouais. si j'essaie de comprendre ou de bien comprendre, je m'arrête si je dis une bêtise, c'est qu'aujourd'hui, tu es plus dans la compréhension du sens et non seulement de la musicalité. En fait, il faut savoir que moi, je suis open musicalement, j'écoute toutes les musiques du Ah, tu es monde et philanthrope, voilà, j'écoute toutes les musiques, souvent juste de ou la mélomane, mélodie. c'est ça? Mais voilà, bon, il y a beaucoup de qualifications, mais je dirais, euh, quand tu es à l'étranger, surtout un étudiant international, cette musique, que ce soit dans diverses langues de ton pays ou de ta sous-région, te maintient dans ta culture en partie. Ça te rappelle, oui, c'est la langue qu'on est en train voilà, de parler ou bien de dire dans cette musique, c'est pas la langue qui est prononcée en France. Personne ne comprend ici d'ailleurs, quasiment. Ça te maintient dans ta culture, ça te remémore un peu d'où tu viens. Je pense que ça joue sur le subconscient et ça te garde, ça te permet de te garder. Donc cette Donc, musique. surtout, il y a des musiques qui sont pleines de sens. Bon, on va dire tous ces artistes chantent des musiques sensées, mais voilà, pour en citer que quelques titres, tu vois, par exemple, Diana Vasek, Quand elle quand elle était... dit Kankelintigia, bah, tout le monde sait que c'est pas bien on va dire, c'est pas bien de mentir, c'est bien d'honorer sa parole. C'est Et c'est important. des valeurs qui te suivent partout. 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 Pour celui qui sait Et qui l'appliquer, est universelle aussi. c'est Donc, important. du coup, dans cette musique assez singulière, qui est chantée dans une langue qui n'est pas universelle, on trouve des notions d'universalité, de valeurs universelles. Donc, pour conclure, tu as trouvé dans ces musiques une université, des leçons que tu n'as pas forcément appris à la fac, ni au Mali, ni en Algérie, même en France ici. Bah, en fait, moi, je dirais, j'apprends généralement sur le tas et par la musique, et même la musique de la jeune génération, j'écoute. Donc, tu prends ce que tu apprends. Ok, en tout cas, c'est là que va se terminer cette première partie de cette interview. Avant de continuer sur voilà, la thématique qui lui tient actuellement à cœur, à savoir sa thèse, quelles sont les réalités, qu'est-ce qu'il peut nous en dire, on se retrouve dans peu de temps pour la deuxième partie de cet entretien.